Bien, bonjour. Donc nous allons continuer le cours sur les anticorps monoclonaux, mais avant de continuer, juste je vais faire une rectification parce que quelqu'un qui travaille avec moi, qui était dans la salle la semaine dernière, m'a fait remarquer à juste titre qu'il y avait une erreur sur cette diapo. Vous avez forcément tous remarqué, mais que je vais quand même vous repréciser, mais qui a une certaine importance. Sinon, si c'était totalement anecdotique, je n'aurais pas insisté. C'est le 0 de 7650. La diapo telle que je vous l'ai montrée la semaine dernière était 765. Donc c'est juste que ça augmente d'un facteur 10 la diversité. C'était, rappelez-vous, c'est la diversité de combinatoire des éléments qui codent pour les parties variables des gènes d'immunoglobuline. Donc ça augmente d'un facteur 10 la diversité des anticorps. C'est pour ça que c'est quand même relativement important. Donc si on multiplie 51 fois 25 fois 6, la première ligne, on n'arrive pas à 765, mais à 7650. Voilà, rectification faite, autant pour moi. Donc on va retourner là où on en était. On avait vu comment on pouvait faire des anticorps monoclonaux, quels étaient les anticorps monoclonaux, et aujourd'hui on va voir les applications médicales, et on va partir de cette diapositive. Donc vous avez vu déjà la semaine dernière cette diapo, mais c'est pour resituer les choses et débuter sur un thème précis. Donc vous avez sur cette diapositive, non pas bien sûr une liste exhaustive de tous les anticorps qui sont aujourd'hui des médicaments et utilisés en thérapeutique pour traiter des cancers, en transplantation, en rhumatologie, etc., mais ceux que j'ai choisis, que j'ai considérés comme les plus importants, et on va en discuter en détail certains d'entre eux. Et le premier volet que je vais couvrir, c'est ce qui est inscrit en rouge ici, c'est le TNF. Dans une seconde de quoi il s'agit, c'est une cytokine, c'est déjà écrit. Comme vous pouvez le lire, en 1998 a été mis sur le marché un premier anticorps qui neutralise le TNF, ou bien un récepteur soluble, ce qui vient à peu près au même. Et vous allez voir dans un instant que cet anticorps est utilisé en rhumatologie. Et un développement qui a suivi 4 ans plus tard, c'est un autre anticorps qui a l'avantage d'être complètement humain. Donc, je vous rappelle ce que je vous disais la semaine dernière sur le fait que les anticorps humains sont un progrès par rapport aux anticorps chimériques ou humanisés, puisqu'ils réduisent les risques d'immunisation et donc de neutralisation de l'efficacité, réduisent les risques d'effets secondaires, et que par ailleurs, ces molécules complètement humaines ont une plus longue durée de vie et une meilleure efficacité. Donc, je vais vous raconter la saga des anticorps anti-TNF, qui est une vraie saga. Bon, je vais vous la raconter en détail, parce que je pense que cette histoire est assez significative et illustre ce qui a pu se passer dans le domaine de l'utilisation thérapeutique des anticorps monoclonaux. Et ensuite, après avoir discuté en détail les anticorps anti-TNF, j'évoquerai quelques autres anticorps qui sont utilisés dans le domaine des maladies inflammatoires. Et puis, je discuterai aussi relativement en détail d'utilisation d'anticorps monoclonaux dans le traitement du cancer, et vous verrez qu'en particulier, au cours de ces toutes dernières années, c'est la toute dernière ligne ici, PD1, PDL1, CTLA4, il y a eu des développements majeurs qui sont en train de changer assez nettement la prise en charge de certains cancers. Mais commençons par l'anti-TNF. On peut parler de success story financière, mais plus intéressant médical, mais quand même financière. Le chiffre d'affaires pour l'industrie pharmaceutique de la vente d'anticorps anti-TNF comme médicament, c'est de l'ordre de 25 milliards de dollars par an. 25 milliards de dollars par an. C'est quand même une somme assez appréciable. De quoi s'agit-il? Donc le TNF, ce sont une abréviation de tumeur, T pour tumeur, N pour necrotizing, F pour facteur. Donc facteur entraînant la nécrose des tumeurs. Ça n'a rien à voir avec la réalité de son efficacité biologique, mais lorsque cette protéine a été décrite la première fois dans les années 80, elle a été décrite comme étant une substance, une protéine naturelle qui est produite par les cellules du système immunitaire et qui pouvait entraîner de temps en temps la nécrose de tumeurs. Mais ce n'est pas sa fonction principale. Sa fonction principale, c'est d'induire de l'inflammation en permettant, parmi beaucoup d'autres choses, de permettre aux globules blancs qui circulent dans le sang d'adhérer aux vaisseaux et de migrer dans les tissus, et plein d'autres actions de ce type qui favorisent l'inflammation. Donc, peu ou prou, dans toutes les réactions inflammatoires physiologiques, donc typiquement un combat d'une infection, il y a la production de TNF, mais évidemment, il peut y avoir des situations pathologiques, on va en voir une dans une seconde, où le TNF joue un rôle important et qui est pathogène, donc associé à la maladie. Et l'exemple que je vais vous décrire en détail et qui a conduit à l'utilisation thérapeutique d'un anticorps pour neutraliser cette cytokine, rappelez-vous les mécanismes d'action dont j'ai parlé la semaine dernière, un des mécanismes d'action anticorps monoclonaux, c'est de neutraliser une protéine, donc neutraliser le TNF. Et là où les résultats ont été les plus probants, ça concerne une maladie qui n'est pas une maladie rare, loin de là, qui est la polyarthrite rhumatoïde. Je vais vous en parler dans un instant. Donc je vais évoquer avec vous ce qu'on sait sur le rôle du TNF. D'abord, qu'est-ce que c'est que la polyarthrite rhumatoïde quand même.
le rôle du TNF dans la polyarthrite rhumatoïde, quelles sont les données expérimentales qui ont permis d'envisager ce traitement, qui ont conduit à des études cliniques et à comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est tout ce chemin que nous allons parcourir maintenant. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie relativement fréquente qui touche les personnes âgées. Je pense que tous, vous avez déjà vu, peut-être vous avez des personnes dans votre famille ou dans vos proches qui ont cette maladie. Vous avez évidemment une image ici très, très sévère d'une atteinte rhumatismale des mains, avec, vous voyez, la déformation de l'axe de la main entre le carpe, le métacarpe et les doigts. Vous voyez aussi les nouures. Et vous imaginez que cette personne, malheureusement, a un handicap physique important. Si on regarde avec une radiographie de la main, vous voyez ici, par exemple, pour le pouce, une déformation très importante qui sont les conséquences de lésions inflammatoires chroniques qui touchent les articulations, donc la jonction entre les os qui permettent les mouvements, comme vous le savez, et qui entraînent ces déformations, ces érosions, ces destructions des articulations, donc, qui ont pour conséquence, évidemment, secondairement, la gêne au mouvement. C'est vrai pour les mains, mais malheureusement, cette maladie peut toucher toutes les articulations, pas uniquement les mains. C'est une maladie relativement fréquente, 4 personnes sur 1000, et avec une prédominance féminine, 3 femmes pour un homme. Donc c'est une maladie qui touche essentiellement les personnes âgées, mais tous les âges de la vie adulte. Il existe aussi des polyarthrites de l'enfant, mais qui sont des maladies différentes. Je vous dirai un mot tout à l'heure. L'étiologie de cette maladie est complexe. Elle est multifactorielle. Elle est auto-immune de nature, c'est-à-dire que c'est une réponse immunitaire pathologique dirigée contre les cellules de la synoviale, c'est-à-dire des tissus qui bordent l'articulation. Et elle a certainement des facteurs génétiques, mais aussi, par exemple, on sait que les personnes qui fument sont exposées à cette maladie. Et on a vu qu'il y a un facteur sexuel, puisque les femmes le sont plus que l'homme, et des facteurs endocriniens. Depuis que cette maladie existe, en tous les cas au XXe siècle, on a développé des traitements qui ont une efficacité partielle. Malheureusement, aucun n'est vraiment extraordinaire. Vous avez le nom de 3 des molécules principales qui sont utilisées classiquement pour traiter cette maladie. Le méthotrexate, qui est un agent qui agit en tuant de façon modérée les cellules du système immunitaire. La sulfasalazine, qui est une molécule anti-inflammatoire, idem pour le léfluonomide. Tous ces médicaments ont une certaine efficacité, mais malheureusement limitée, au moins dans les formes sévères, ce qui fait qu'on peut ralentir l'évolution de la maladie classiquement, mais on n'arrive pas à la bloquer, et progressivement, les personnes développent un handicap de plus en plus important. Donc c'est une maladie qui est relativement fréquente, complexe dans sa cause, et malheureusement, dont les traitements étaient vraiment insatisfaisants, et vous allez voir que les choses ont changé, même si rien n'est parfait naturellement. Qu'est-ce qu'on sait le mécanisme, la physiopathologie de cette maladie? En fait, pas tant de choses que ça. On sait que si on regarde les articulations, donc si on fait une biopsie d'un tissu, d'une articulation touchée, on voit que la synoviale, vous avez une image tout à l'heure, donc encore une fois, les cellules qui bordent la cavité articulaire, dans laquelle les os bougent, permettant le mouvement, est infiltrée par des cellules inflammatoires, ce qui normalement n'est pas le cas. Dans nos articulations, il n'y a pas de cellules inflammatoires, pas de globules blancs. Et là, il y en a plein. Et on sait que dans le liquide synovial, donc le liquide de l'articulation, on peut, si on dose toute une série de substances inflammatoires, de cytokines, donc produites du système immunitaire, on en trouve en pagaille. Certaines sont listées ici, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc une s'appelle l'interleukine 1, une autre l'interleukine 6, le troisième le TNF justement, une quatrième le GM-CSF, une cinquième l'interleukine 2, sixième l'interféron gamma, 7 lymphotoxines, mais on pourrait continuer la liste longtemps. Il y a plein de protéines différentes dont on sait qu'elles ont toute une action pro-inflammatoire, donc qui sont importantes dans cette maladie, qui provoquent les lésions progressives, la destruction progressive de l'articulation, qui sont impliquées. Si on raisonne en thérapeutique et en mécanisme et en thérapeutique, on se retrouve face à cette batterie considérable de cytokines produites en grande quantité. Mais là-dedans, on ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui provoque la maladie. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une de ces cytokines est plus importante que les autres ou pas? Donc il y a des chercheurs qui ont essayé de comprendre cela, et en particulier l'équipe de M. Mark Feldman, dont le nom est ici, qui est un chercheur qui travaille à Londres, qui, dans les années 80, vous voyez que cette publication, qui est très importante, j'y reviens dans un instant, date de 1989, s'est posé la question de savoir si parmi toutes ces cytokines que je viens d'énumérer et quelques autres, une ou plusieurs jouaient un rôle dominant et donc avaient un rôle très important. Et donc, est-ce qu'on pouvait envisager, c'était le début, c'est une période où les anticorps monoclonaux apparaissaient, est-ce qu'on pouvait commencer à réfléchir à l'idée de neutraliser une de ces cytokines? On ne pouvait pas les neutraliser toutes. Et est-ce qu'on pouvait en espérer un effet bénéfique? Donc, ce qui a été fait, c'est la première chose assez simple,
c'est à partir de biopsies d'articulations lésées, d'arthrite rhumatoïde, c'est de regarder au laboratoire, en maintenant ces cellules en culture, leur production de cytokines, et effectivement, et on retrouve toutes les cytokines dont je vous ai parlé, l'interleukine 1, l'interleukine 6 et d'autres, et d'ajouter dans le milieu de culture des anticorps monoclonaux pour neutraliser une à une toutes ces cytokines et voir ce qui se passe. Okay, l'expérience est relativement simple, et le résultat, il est simplifié ici, il est assez démonstratif. Ici, dans cette expérience-là, à gauche, on mesure, dans le surnageant des cellules, la production d'une des cytokines inflammatoires qu'on appelle l'interleukine 1, okay, en unité, peu importe les détails. Et on regarde cela en fonction du nombre de jours de culture, 1 jour, 3 jours, 6 jours. Si on fait ça sans anticorps ajoutés, on a une production avec une certaine valeur d'interleukine 1 produit au premier jour, un peu plus au 3e jour, un peu moins au 6e jour, parce que je pense que les cellules commencent à mourir. On a une valeur référence. Si j'ajoute, c'est pas moi, si l'équipe de M. Feldman ajoute un anticorps qui neutralise une de ces cytokines, à titre d'exemple ici la lymphotoxine, vous voyez que ça ne change rien. Ces points-là sont absolument équivalents à ceux-là. Par contre, si dans la même expérience, on ajoute un anticorps monoclonal qui neutralise le TNF, donc qui empêche le TNF de se fixer sur son récepteur, vous voyez, et le résultat est surprenant, que la production d'une autre cytokine, l'interleukine 1, s'effondre à 0. Donc, autrement dit, la production d'interleukine 1 par les cellules au niveau de la synoviale inflammatoire est sous le contrôle du TNF. Si on bloque le TNF, il n'y a plus de production d'IL1. Donc le TNF, hiérarchiquement, est plus important que l'IL1. Okay, et ici, c'est le même genre d'expérience, mais exprimé d'une façon un peu différente. On mesure toujours la production d'IL1, donc c'est la même mesure. Et en fonction, là, il n'y a pas de notion de temps. Si on ne fait rien, c'est en pourcentage, donc on a un pourcentage de 100. Si on ajoute un anticorps anti-IL6, c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas n'importe quel anticorps qui a cet effet, l'addition d'un anticorps qui neutralise l'interleukine 6, donc une autre cytokine pro-inflammatoire, ça ne change rien. La production d'IL1 est la même. Et à nouveau, et par contre, excusez-moi, c'est un contrôle, si on ajoute un anti-IL1, on bloque l'anti-IL1. Donc ça vous montre que seul l'anti-TNF, mais pas l'anti-lymphotoxine, ni l'anti-IL6, dans cette expérience, ne sont capables de bloquer la production d'IL1. Donc le seulement, et c'est vrai pour d'autres cytokines, donc ça permet de dire, la conclusion qui est ici, la neutralisation du TNF par l'anticorps bloque la production d'interleukine 1, alors que la neutralisation de la lymphotoxine ou la neutralisation de l'interleukine 6, les deux expériences-là, et d'autres qui ne sont pas montrées ici, n'ont pas cet effet. Donc ça suggérait que le TNF joue un rôle plus important que les autres cytokines. Donc peut-être que ça valait la peine de considérer l'idée de neutraliser le TNF pour avoir une action anti-inflammatoire. Okay, vous comprenez le raisonnement, il est assez basique là, mais c'est une démarche très très logique. Donc à partir de ce résultat, ce que l'équipe de Mark Feldman a fait, c'est de tester cette idée, non pas chez des patients, c'était un peu rapide d'aller de ces résultats à des malades, mais de voir si un tel anticorps, de tester l'effet d'un anticorps monoclonal anti-TNF dans un modèle animal de polyarthrite. Alors c'est toujours assez difficile de tester des possibles thérapeutiques chez l'animal parce qu'on n'a jamais exactement des modèles identiques aux maladies. Mais on prend le mieux possible. Le mieux possible chez l'animal, c'est une arthrite qui est induite par des injections de collagène. C'est un modèle qui est ultra classique, qui est utilisé par les équipes en immunologie, en rhumatologie. On induit chez les souris une arthrite en injectant régulièrement un certain collagène parce qu'il se trouve que ce collagène est un constituant important des articulations et que ça finit par déclencher une réponse auto-immune. Et on admet, c'est plus ou moins exact sur le plan des mécanismes, enfin c'est le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, on admet que c'est un modèle raisonnable chez la souris de ce qui se passe chez l'homme dans la polyarthrite rhumatoïde. Même si on pourrait discuter cette analogie, mais vous allez voir que l'analogie, en l'occurrence, s'est avérée fructueuse. Donc, l'équipe de Feldman et Maini, aussi à Londres, ici, vous voyez, on est 3 ans plus tard, en 1992, publie les résultats de traitement d'une polyarthrite rhumatoïde de la souris. Polyarthrite rhumatoïde induite par le collagène, encore une fois. Donc, il y a toute une série de paramètres ici qui sont analysés. Je vais juste vous donner quelques notions. Vous avez ici trois situations. Des souris qui ont été traitées par l'anticorps anti-TNF, marqué par la flèche bleue. Des souris qui ont été traitées par un autre anticorps monoclonal, qui est en l'occurrence anti-lymphotoxine, on a déjà vu sur la diapositive d'avant, ou des souris qui n'ont rien reçu que du milieu, un liquide qui est le milieu dans lequel on a dilué l'anticorps. Il n'y a pas d'anticorps ici. Et on regarde toute une série de paramètres. Et les paramètres qui ne bougent pas,
C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on les souris développent une arthrite? C'est 6 sur 9 ici, 10, 10, 8 sur 10, donc ce n'est pas différent. Donc, autrement dit, l'administration d'anticorps anti-TNF ne prévient pas la survenue de l'arthrite. J'ai oublié de vous dire, c'est important dans cette expérience, que l'anticorps anti-TNF, il est administré avant ou au moment d'injection du collagène, donc avant la survenue de l'arthrite. Donc, une situation qu'on ne rencontre jamais chez l'homme, qui est particulièrement favorable, on fait de la prévention et pas du traitement. Mais c'est logique de commencer par cela. Donc on ne prévient pas la survenue de l'arthrite, donc ça c'est plutôt décevant. Mais par contre, si on regarde l'inflammation au niveau sous la paume des pattes des souris, il y a moins d'inflammation. Et si on regarde en histologie, on va voir des images dans un instant, l'aspect des articulations, on s'aperçoit que parmi le nombre d'articulations qui ont été analysées, il y a beaucoup moins d'atteintes sévères chez les souris qui ont reçu l'anticorps anti-TNF, seulement 3, ça fait 19%, comparé à 71% ou 65% dans les souris contrôle. Donc, apparemment, le fait d'administrer l'anticorps anti-TNF à ces souris ne prévient pas l'arthrite, mais en réduit la sévérité, ce qui n'est déjà pas si mal. Et ça ne joue pas sur la production des auto-anticorps, parce que si on dose les anticorps dirigés contre le collagène, après immunisation de la souris, vous voyez que c'est pareil. Donc ce n'est pas le mécanisme d'action. Donc il y a l'air de se passer quelque chose. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas se contenter d'un tel résultat, mais ça allait dans le sens d'un intérêt thérapeutique d'un tel anticorps. Et ils ont montré aussi que ceci était assez spécifique à nouveau, et si c'est une image en fonction du temps, là c'est le développement d'un score clinique, donc l'aspect visuel des articulations de la souris. Je n'entre pas dans les détails. Ce n'est pas parfait, comme vous voyez, il y a un certain score de la maladie, mais ça se stabilise lorsqu'on fait des injections répétées. Les petites flèches ici indiquent les injections d'anticorps à la souris. Alors que en situation contrôle avec un anticorps qui reconnaît une autre cytokine, ici c'est l'interleukine 2, ou pas d'anticorps du tout, la maladie s'aggrave. Okay, ça c'est le niveau d'inflammation, le pourcentage d'inflammation de la patte. Vous voyez qu'on a malheureusement, ce n'est pas parfait, mais enfin il y a un effet, puisqu'ensuite les choses arrêtent de s'aggraver, et que ces différences par rapport aux courbes avec les anticorps contrôle ou le milieu de culture seul sont statistiquement différentes. Donc il y a l'air de se passer quelque chose. L'anti-TNF a un effet, et on peut le visualiser au niveau de cette fois-ci l'articulation, et même voir un effet de la dose. Donc ça, c'est une coupe histologique d'une articulation. Vous pouvez reconnaître ici au niveau d'un membre inférieur de la souris. Vous voyez les deux os là, la zone au milieu ici, c'est la moelle osseuse, à l'extérieur, et l'articulation, elle est là. Donc là, vous avez une articulation qui est indemne, où il n'y a pas de lésion, il n'y a pas d'infiltration du tout. Si vous regardez ici en bas à droite, c'est une arthrite très sévère. Vous voyez que c'est complètement désorganisé et que l'espace qui est ici très clairement défini entre les deux os, il est réduit à 3 fois rien. Il y a un tissu très dense qui marque l'infiltration cellulaire. Donc ça, c'est une arthrite sévère. Et si on regarde ce qui se passe avec une dose faible d'anticorps anti-TNF, peu importe évidemment le chiffre, la valeur exacte, mais on a une articulation qui a un aspect un peu intermédiaire. Et de façon intéressante, avec un traitement à forte dose de l'anticorps, l'aspect d'articulation est très voisin d'une articulation contrôle. Donc ceci est évidemment encourageant, et vu à l'échelle de l'histologie, pour dire que ce traitement peut éviter la survenue, pas complètement, mais d'arthrite dans ce modèle murin. Et ceci est montré, l'effet de la dose, on peut le montrer aussi plus globalement. Vous avez ici la gravité du score clinique chez des souris donc, qui ont reçu 4 injections d'anticorps, J1, J5, J8, J12. Ces souris ont reçu soit 50 microgrammes, soit 300 microgrammes, soit 500 microgrammes d'anticorps. Et vous voyez que plus la dose est importante, enfin 300 et 500 c'est pareil, mais le résultat est meilleur, le score clinique est beaucoup plus faible qu'il ne l'est évidemment dans les souris non traitées ou dans les souris qui ont reçu une plus faible dose. Si on regarde l'inflammation de la patte, c'est exactement la même chose. Donc il y a un effet dose qui est toujours rassurant d'observer un effet dose. Donc c'est vraiment la démarche telle qu'elle a été construite expérimentalement. Et elle a abouti, sur ces résultats, à proposer une étude clinique. Donc de faire la même chose chez les patients atteints d'une polyarthrite rhumatoïde et d'examiner s'il y avait un effet bénéfique sur leur rhumatisme. Et la toute première étude, c'est celle-là. Elle a été publiée en 1993, donc ça fait maintenant 22 ans, toujours par cette même équipe britannique. Ils ont testé un anticorps anti-TNF neutralisant à une dose qu'ils ont définie initialement de 20 mg par kilo. C'est toujours difficile de savoir quelle dose il faut utiliser. On va y revenir dans un instant. Ils ont traité 20 patients et ils ont fait une injection unique pour commencer
et ils ont regardé ce qui se passait en comptant ici le nombre d'articulations inflammatoires. Vous voyez qu'à l'état basal, chez ces patients, évidemment, c'est variable d'un malade. Chaque point, c'est un malade. Mais en moyenne, il y a à peu près 16 à 17 articulations touchées, donc c'est considérable. Ce sont des gens qui ont des atteintes sévères. Et vous voyez qu'au fil des semaines, après une seule injection, en moyenne, le nombre d'articulations touchées descend. Ici, ça doit être 13, 11, on va être à 6, 6, 5, 6 à peu près. Même si, évidemment, là, il y a une grande dispersion des valeurs. Chaque personne ne répond pas de la même façon. Et que globalement, il y a un effet absolument indiscutable. Et si on mesure ce qu'on appelle la CRP, qui est la présence dans le sang d'une protéine qui est associée à l'inflammation, c'est un très bon marqueur de l'inflammation. Vous voyez que c'est élevé, non, la valeur normale, c'est presque 0. Donc c'était avec une grande dispersion, mais la valeur moyenne des patients atteints de polyarthrite, c'est de l'ordre de 40 mg par litre. Et dès une semaine après traitement, ça chute, à peu près 5, et ça reste stable, encore une fois, après une seule injection. Donc c'est plutôt encourageant, mais c'était la toute première étude qui démontrait une certaine efficacité sur un court temps d'une dose unique de cet anticorps chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Donc ceci a induit un schéma qui est classique en médecine pour évaluer de façon rigoureuse l'efficacité d'un produit. Et aussi, je ne vous ai pas parlé de sa tolérance qui est plutôt bonne. À court terme, elle est très très bonne. Et donc une étude a été faite, toujours par la même équipe, c'est vraiment séquentiel. Et là, la publication date, comme vous pouvez le lire, de 1994. Donc on progresse, de 89, on arrive à 94. Et la première étude dite randomisée a consisté donc, comme vous savez, dans les études cliniques, la seule manière rigoureuse de déterminer si un nouveau médicament est efficace ou non, c'est de tirer au sort, parmi un groupe de malades homogènes, de tirer au sort ceux qui vont avoir le produit contre ceux qui n'auront pas le produit et qui, à la place, auront un placebo. C'est la seule manière de savoir si un produit est efficace. Donc en fait, ils ont ici fait 3 bras, 73 patients dans une première étude. Soit les patients ont reçu un placebo, donc une substance qui n'est pas l'anticorps anti-TNF, qui est inactive, soit ils ont reçu une dose faible d'anti-TNF, 1 mg par kilo, soit ils ont reçu 10 mg par kilo, toujours en injection unique. On évalue l'effet à court terme. Et on regarde toute une série de paramètres. Alors, il y en a beaucoup en rhumatologie, les choses sont assez compliquées. Ici, par exemple, c'est le nombre d'articulations atteintes, qui peut varier de 0 à 60. Il y a beaucoup de petites articulations. Ici, c'est, pour que je ne sais plus où est la différence, parce que c'est aussi le nombre d'articulations atteintes. J'ai oublié, mais c'est à peu près la même chose. Ici, c'est le score de la douleur, tel qu'on peut quantifier la douleur des individus liés à leur arthrite. Ici, c'est la CRP, donc la protéine inflammatoire dont j'ai déjà parlé. Ici, c'est la vitesse de sédimentation, un autre marqueur d'inflammation. Ici, c'est l'évaluation par les patients eux-mêmes de la sévérité de leur maladie. Donc c'est relativement subjectif, mais c'est un élément intéressant. Et il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour voir que lorsque les malades ont reçu l'anticorps, soit 1 ou mieux 10 mg par kilo, les valeurs sont plus basses pour toutes les courbes que chez les malades qui ont reçu la valeur placebo. Et l'échelle de temps est en semaines, entre 0 et 4 semaines. Donc vous voyez qu'il y a moins d'articulations atteintes, il y a moins de douleur, les malades se sentent mieux, la vitesse, l'inflammation est moindre mesurée dans le plasma, surtout avec 10, c'est un peu moins brillant avec la faible dose, et la vitesse d'alimentation est aussi plus basse. Donc toutes ces valeurs vont dans le même sens, et comme c'est mesuré complètement objectivement et lié après une étude randomisée, ça permet de conclure qu'il y a un bénéfice. Mais là, on évalue les choses sur le court terme. Si on veut vraiment qu'il y ait un bénéfice pour les malades, il faut évaluer ce qui se passe si on traite les malades plus longtemps, dans la mesure où l'effet ne peut être que transitoire avec un tel anticorps. C'est ce qu'on voit ici. Une autre étude de la même équipe, c'est vraiment cette équipe qui a été pionnière dans cette affaire, où là, les malades reçoivent une première dose de 20 mg par kilo. On a une amélioration. Donc l'amélioration, elle se mesure à la fois par la diminution du nombre d'articulations touchées, ça c'est la courbe en trait continu noir, et en diminution de la concentration de la protéine CRP dont j'ai déjà parlé. La légende est à droite pour la CRP et à gauche pour le nombre d'articulations touchées. Vous voyez qu'il y a un effet bénéfique, mais vous voyez qu'au bout d'un moment, alors ici c'est évalué 10, 12, 15 semaines, la situation, ça commence à aller moins bien, et même franchement moins bien, mais si on retraite le malade donc 18 semaines plus tard à peu près, avec une dose de 10 mg par kilo, on a, au moment où il y a eu à nouveau un pic de réapparition de l'arthrite, à nouveau on observe la même amélioration, que ce soit en nombre d'articulations touchées ou en mesure de la CRP,
et ainsi de suite. Autrement dit, cette étude est très importante parce qu'elle montre premièrement, malheureusement, que l'effet d'une dose unique est transitoire. Au bout de quelques semaines, la maladie redémarre. On neutralise la substance, mais on n'agit pas sur la cause qui fait qu'initialement la substance est produite. Mais deuxièmement, qu'un retraitement marche à nouveau. Donc ça donne l'espoir qu'en traitant les malades de façon régulière, à partir du moment où on détermine le bon rythme, on peut avoir un effet bénéfique prolongé. Donc c'est vraiment comme ça, encore une fois, que c'est construit les choses. Et on va voir à quoi on est arrivé aujourd'hui. Mais entre-temps, on peut réfléchir aux mécanismes d'action. Qu'est-ce qui se passe en pathologie? Qu'est-ce que le TNF provoque au niveau de l'articulation? En quoi il est important dans l'arthrite? Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on neutralise? Donc le TNF, c'est une substance qui agit sous forme d'un trimère. C'est 3 fois la même molécule et 3 fois associée. Elle se fixe sur son récepteur, donc il y a une spécificité d'interaction ici, qui est lui-même une molécule trimérique. Et lorsque cette interaction se fait, donc ça, on est à la surface soit d'une cellule inflammatoire au niveau de l'articulation, mais aussi au niveau des cellules synoviales. Les deux ont des récepteurs pour le TNF. Donc ça va induire toute une série de signaux. Ici, c'est un facteur de transcription qui s'appelle NF-κB, qui va induire, ce facteur de transcription, la production des autres cytokines. L'IL1, l'IL6, le GM-CSF et d'autres. Et le cocktail de toutes ces cytokines, il n'y en a que 3 inscrites ici, mais il y en a d'autres, agissent sur le cartilage et l'os en provoquant des destructions, des lésions. Okay. Au passage, en plus, le TNF agit en bloquant la mort des cellules, donc les cellules synoviales ont une durée de vie prolongée et s'accumulent, et à nouveau, ça participe de la désorganisation de la structure de l'articulation. Donc tout ceci, évidemment, c'est relativement simplifié, mais c'est un phénomène qui n'est pas unique, mais qui est très important dans l'induction de la polyarthrite, dans l'arthrite. Donc si on arrive avec un anticorps anti-TNF qu'on a administré par voie intraveineuse, qui va diffuser dans le corps, diffuser dans les articulations, on neutralise l'interaction, c'est ce que je vous avais expliqué l'autre fois, on neutralise une substance, en l'occurrence le TNF, qui ne peut plus se fixer sur son récepteur. Donc tous ces signaux-là, schématiquement, ils sont bloqués. Okay. Et c'est ainsi qu'on explique l'amélioration observée chez les malades. Alors à quoi, pardon, c'est une démonstration de ce que je viens de dire. Wash-out des cytokines pro-inflammatoires. Si on mesure toutes les cytokines, elles sont aussi élevées dans le sang. Donc si on bloque l'anti-TNF, c'est un travail qui a été publié en 1999, si on bloque l'anti-TNF à une dose de 10 mg kg, c'est la courbe en violet, en orange 1 mg kg, en vert le placebo, et on mesure l'IL6. Donc l'anti-TNF, naturellement, n'a pas une action directe sur l'interleukine 6, c'est évident. Et vous pouvez voir que la concentration dans le sérum, donc dans le sang, de l'interleukine 6, chute de façon très rapide, à des valeurs très basses, et ensuite l'effet est relativement stable avec la forte dose d'anti-TNF et moins stable avec la faible dose, et il ne se passe rien avec le placebo. Donc ça, c'est la démonstration effective que ce qui est indiqué ici est juste, puisque l'IL6 est là, donc on a bien bloqué ce système, et qui fait que l'inflammation, globalement, est réduite dans l'articulation et de façon générale dans le corps des malades. À quoi on peut arriver aujourd'hui ? Parce que ces résultats sont intéressants, mais pas totalement utiles si on les laissait tels quels, parce que, évidemment, ce que les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde espèrent, c'est un traitement durable qui va améliorer leur vie, non pas quelques semaines, mais des mois et des années. Donc les traitements, à partir des résultats initiaux de l'équipe britannique, il y a eu toute une série d'études qui ont été faites et qui ont permis de mieux préciser le traitement. Donc, sans vouloir entrer en trop de détails, mais je pense que ce n'est pas inintéressant de vous montrer un chemin de réflexion des équipes cliniques qui ont été impliquées dans ces travaux depuis 20 ans. Par exemple, voici une étude qui a été faite essentiellement aux Pays-Bas, publiée en 2005, donc on est quelques années plus tard, comme vous voyez. 500 malades qui sont des malades chez lesquels on vient de faire le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, donc au début de leur maladie. Et on fait une étude à nouveau randomisée, donc on va tirer au sort entre 4 possibles traitements. Soit un traitement classique dit séquentiel, ça on donne un médicament, puis un autre, pour combiner les effets. Soit on met d'emblée une combinaison de plusieurs de ces médicaments, dont je vous ai cité les noms tout à l'heure, le méthotrexate, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Soit en plus on ajoute des corticoïdes, dont on sait qu'ils sont efficaces, mais qui sont extrêmement toxiques, qu'on ne peut pas donner longtemps. Soit, évidemment, on va ajouter un traitement du premier type, de l'anticorps anti-TNF. Et on regarde ce qui se passe. Quel est le niveau d'efficacité chez les malades donc c'est le début de la maladie. Donc, il y a beaucoup de choses sur cette diapositive, mais on va s'intéresser à ce qui est entouré en bleu. Ici, vous avez un score qui s'appelle DAC, peu importe les détails, qui donne la gravité de la maladie
mesurée après 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, après le début du traitement, en sachant que le traitement, j'aurais dû le dire avant, ce n'est pas une seule dose, c'est un traitement séquentiel. Il se passait plusieurs semaines. Et on compare les 4 combinaisons. Donc la monothérapie séquentielle, les valeurs sont ici. Les combinaisons, c'est ici la combinaison initiale plus les corticoïdes, et la combinaison initiale avec l'anti-TNF. Infliximab, c'est le nom de l'anticorps, peu importe les noms. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, c'est vrai avec les corticoïdes et c'est vrai avec l'anti-TNF, on a un bénéfice, c'est-à-dire que progressivement, le score de gravité diminue, qui passe de 1,4 à 0,5, de 1,4 à 0,5, c'est hautement significatif. Donc, soit l'adjonction de corticoïdes, soit l'adjonction d'anti-TNF est efficace. Mais les corticoïdes, on n'en veut pas, parce que c'est juste pas supportable par les malades au bout d'un certain temps. Et de la même façon, on peut mesurer au niveau des radiographies, par exemple un score dit d'érosion, donc comment les articulations sont abîmées, ou l'espace entre la distance entre les os qui définit l'articulation et qui se raccourcit. Et donc à nouveau, vous voyez qu'on a une amélioration, puisque par exemple, le score, sur une échelle, certaine échelle, par rapport à cette situation qui n'est pas favorable, on a ici un score qui est très bon. Donc autrement dit, l'addition d'anti-TNF à la phase initiale du traitement a un bénéfice qui est à peu près identique à celui qu'apporte la corticothérapie, mais sans la toxicité de la corticothérapie, donc, ce qui est un avantage important. Si bien qu'aujourd'hui, ce traitement devient un traitement presque systématique des personnes qui ont une polyarthrite rhumatoïde. Donc ça, c'est évalué en plus de détails, où on demande aux gens, on leur fait remplir un questionnaire, les malades, comment ils se sentent, et on a le résultat en fonction du temps. C'est les 4 catégories. À chaque fois, il n'y a pas toujours des différences majeures, mais il y a une certaine différence avec l'addition d'anti-TNF. Ça, c'est l'évaluation par les médecins, selon un certain score. Ça, c'est un score plus important, puisqu'on va jusqu'à la rémission de la maladie, donc la disparition de tous les symptômes, et on l'obtient plus rapidement avec l'anticorps anti-TNF. L'intensité de l'amélioration, bref, je ne vais pas entrer en trop de détails, les paramètres vont dans le bon sens, même si les choses ne sont pas parfaites. Donc, de façon globale, on peut reprendre cette étude pour vous donner une idée générale de ce qui se passe. 120 patients traités par anti-TNF atteints de polyarthrite rhumatoïde, selon un schéma qui est aujourd'hui le schéma classique de traitement qui a été défini de façon un peu empirique au fil des années, où les malades reçoivent l'anticorps, AJ0, premier traitement, 2 semaines plus tard, puis encore 4 semaines plus tard, puis ensuite chaque 8 semaines. Donc on a, sur 120 patients traités ainsi, atteints de polyarthrite rhumatoïde, vous voyez que dans 56% des cas, il y a une réponse très positive qui va jusqu'à l'arrêt du traitement, donc c'est un bénéfice très important. Dans 8% des cas, les malades répondent mais finissent par rechuter, donc il y a des échecs. 11% des cas, il y a un effet partiel, donc une amélioration, mais qui ne permet pas de façon durable d'avoir une amélioration de la polyarthrite. Et malheureusement, encore un quart des cas où le traitement échoue. Donc c'est un bénéfice absolument indiscutable, majeur, mais partiel. Okay. Donc les questions qui se posent lorsqu'on en est là, c'est est-ce qu'on peut prédire chez quel malade le traitement va être efficace, donc chez quel malade ça vaut la peine de leur donner, de les traiter par injection régulière, comme je viens de vous l'indiquer, cet anticorps anti-TNF, et chez quel malade ça ne vaut pas la peine. Il vaut mieux essayer autre chose, puisqu'il y a des échecs ou des situations intermédiaires. Donc il y a énormément d'études qui ont été faites. Juste pour vous donner une idée des travaux qui sont faits, des études, 32 analyses différentes, couvrant 28 malades traités, 28 000 malades traités atteints de polyarthrite rhumatoïde. Ce n'est pas une maladie rare. Il y a probablement aujourd'hui dans le monde des millions de personnes qui ont été traitées pour polyarthrite rhumatoïde par anticorps anti-TNF, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Et on peut définir des caractéristiques des patients qui augmentent la chance de succès, ou à l'inverse, diminuent les chances de succès. Par exemple, on sait que si c'est une personne de sexe masculin, malheureusement ce sont les plus rares, la chance de succès est meilleure. Si le malade, d'autant plus que le malade est jeune, la chance de succès est plus grande. S'il ne fume pas et n'a pas de surcharge pondérale, il a plus de chances que le traitement fonctionne. Et s'il a en plus un traitement par le méthotrexate, c'est aussi une circonstance favorisante. Donc on sait qu'il faut associer les deux médicaments. Pour la polyarthrite rhumatoïde, on sait que si on traite précocement et que l'indice fonctionnel est préservé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de conséquences fonctionnelles de blocage des articulations, on a plus de chances de succès. Il y a des modifications génétiques qui sont aussi des facteurs de prédiction et des marqueurs biologiques. Logiquement, plus le TNF est élevé dans le sérum ou dans le liquide synovial, plus on a des chances que la neutralisation du TNF fonctionne. Il y a aussi d'autres marqueurs biologiques qu'on peut utiliser. Donc on peut définir des espèces d'algorithmes
qui prédisent, mais pas complètement, les chances que ce traitement soit efficace. Et ce n'est pas juste pour l'intérêt de savoir, c'est aussi que l'on peut vraiment modéliser les traitements, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte des anticorps monoclonaux, ce que je vous dis là est pertinent, c'est qu'il y a d'autres anticorps monoclonaux que l'on peut aussi considérer pour traiter une polyarthrite rhumatoïde, qui ont aussi des effets anti-inflammatoires, mais différents. Il y en a au moins 3, mais il y en a d'autres, en fait, mais ces 3 principaux. Un est un anticorps monoclonal qui agit sur le récepteur de l'interleukine 6. Donc, je vous ai déjà parlé de l'interleukine 6, c'est une des cytokines inflammatoires qui est présente dans les articulations, dont la concentration diminue lorsqu'on neutralise le TNF. Mais on peut essayer d'agir en bloquant directement l'IL6 ou en fait en bloquant le récepteur de l'interleukine 6. Il y a des données expérimentales. Toute la même histoire que je vous ai racontée sur le TNF, il y a des données à peu près parallèles pour l'interleukine 6. Donc une approche différente consiste à bloquer l'action de l'interleukine 6 sur son récepteur en fixant l'anticorps sur le récepteur de telle manière que l'interleukine 6 ne puisse plus interagir. Une autre façon d'agir, c'est qu'une substance dont je reparlerai tout à l'heure sur un mode un peu différent, qui s'appelle CTLA4IG, c'est en bloquant une voie d'activation des lymphocytes, je vous expliquerai tout à l'heure, ou bien une troisième solution qui est discutée, c'est de tuer les lymphocytes B. Vous vous souvenez peut-être que je vous ai dit qu'un des modes d'action possibles des anticorps, c'était de cibler des cellules pour les tuer. Et on peut tuer très bien les lymphocytes B avec des molécules qui reconnaissent les lymphocytes B, je vous en reparlerai tout à l'heure pour le cancer. Donc ça fait au moins 3 autres façons, il y en a d'autres, d'utiliser des anticorps monoclonaux ou des produits proches des anticorps monoclonaux pour traiter une polyarthrite rhumatoïde. Mais comment savoir a priori, si pour un malade donné, s'il vaut mieux le traiter par anticorps anti-TNF, par anticorps antirécepteur de l'IL6 ou autre? Ce n'est pas simple, on ne peut pas le savoir. Il y a quelques études qui permettent aujourd'hui de commencer à préciser cela et d'aller vers une notion qui traîne partout dans la presse, qui est la médecine dite personnalisée. Autrement dit, on a un arsenal thérapeutique face à une maladie et on essaye d'adapter au mieux pour un malade donné la thérapeutique pour qu'elle soit le plus efficace possible. Donc il y a quelques situations où on peut le faire et je vais vous montrer un exemple. Vous effrayez pas trop de la diapositive, vous allez voir qu'in fine, ce n'est pas si compliqué que ça. Ou des travaux qui sont très récents, et ils ont été publiés l'année dernière, 2014, où en étudiant des marqueurs au niveau des tissus synoviaux, donc encore une fois au sein de l'articulation malade, on regarde l'expression de certains gènes dans des cellules, et on regarde les aspects histologiques, et aussi des marqueurs sériques, donc tout simplement des protéines qu'on dose dans le sang, ça c'est très facile. Et ces chercheurs se sont aperçus, de façon un peu schématique, qu'il y avait 2 profils opposés, évidemment il y a toujours des profils intermédiaires, parmi les malades atteints de polyarthrite rhumatoïde. Il y a des malades qui ont, en prenant, on va simplifier les choses, uniquement des marqueurs sériques, ils ont une certaine molécule qui s'appelle ICAM1, qui en fait est une protéine, qui est une molécule d'adhésion, mais à l'état soluble, qui peut être en quantité augmentée dans certaines circonstances. Et donc certains malades qui ont beaucoup d'ICAM1 dans leur sérum, et à côté des autres paramètres qui ont été étudiés, mais par contre ont relativement peu d'une autre substance qui est un récepteur pour des chemokines, c'est-à-dire des substances qui attirent les cellules. Donc le profil de marqueurs, de biomarqueurs, comme on dit, de protéines dans le sang de ces individus, donc des gens qui ont beaucoup d'ICAM1 et peu de CXCL13, c'est la colonne rouge ici, c'est la probabilité que l'anticorps anti-TNF agisse mesurée sur certains paramètres est relativement élevée, dans cette étude 42%, alors que la probabilité qu'un traitement par anticorps anti-IL6 récepteur fonctionne est beaucoup plus faible. A l'inverse, des malades qui dans leur sérum ont très peu de ICAM1, ce sont ceux qui sont ici, très peu de ICAM1 et beaucoup de CXCL13, donc les protéines dans un autre profil. Donc probablement, ça veut dire que la physiopathologie de la maladie n'est pas la même, mais on ne comprend pas très bien pourquoi aujourd'hui. Mais vous voyez que pour ces malades-là, la probabilité que l'anticorps anti-TNF soit efficace tombe à 13%, selon ce paramètre-là, peu importe les détails. Par contre, si on leur administre un anticorps anti-récepteur de l'interleukine 6, ils ont pratiquement 7 chances sur 10 de bénéficier de ce traitement. Donc si on connaît ce profil de biomarqueur, comme on dit, dans le sang a priori, on peut logiquement dire que ces malades-là, il vaut mieux les traiter par anti-TNF, et ceux-ci par anticorps anti-récepteur d'IL6. Ces travaux sont tout à fait balbutiants, donc ce n'est pas encore quelque chose qui est dans la pratique médicale. Si vous allez voir demain votre rhumatologiste, il ne va pas vous faire ce test, mais c'est quelque chose vers lequel on tend,
qui est de définir au sein d'une maladie donnée, donc la polyarthrite rhumatoïde, des marqueurs biologiques, surtout quand c'est simple à partir de juste une prise de sang, qui vont permettre, dans une certaine mesure, ce n'est pas parfait naturellement, de prédire l'efficacité d'un traitement et de choisir un traitement. C'est d'autant moins parfait que, comme vous voyez, les valeurs ne sont pas 100%, et puis il y a des malades qui sont intermédiaires, donc c'est plus compliqué. Mais néanmoins, c'est une approche qui tend à se développer, d'utiliser des biomarqueurs pour prédire, essayer de prédire le mieux possible l'efficacité d'un traitement, en l'occurrence de 2 anticorps monoclonaux différents. Voilà pour l'histoire de l'anti-TNF, si ce n'est qu'au-delà de la polyarthrite rhumatoïde, aujourd'hui, ces anticorps sont utilisés en thérapeutique pour traiter toutes ces maladies-là. Le psoriasis, je pense que vous avez tous entendu parler du psoriasis. Le psoriasis, c'est une maladie auto-immune de la peau qui est récidivante, qui est très gênante pour les patients. Donc, certaines formes de psoriasis, au moins, répondent bien à ce traitement. La maladie de Crohn, qui est une maladie digestive sévère, qui provoque, je vais vous montrer un résultat juste en dessus, des colites extrêmement sévères, une colite inflammatoire, une inflammation du côlon et de l'iléon, qui est une maladie relativement fréquente. Cette maladie-là et la suivante, la rectocolite hémorragique, est une autre forme de maladie inflammatoire de l'intestin. Les deux ensemble affectent une personne sur 1000 dans les pays occidentaux. Donc c'est beaucoup, une personne sur 1000. Sur 60 millions de Français, ça fait 60 000 personnes. Donc c'est beaucoup de monde. Donc ce sont les maladies de Crohn. Le traitement de la maladie de Crohn par l'anticorps anti-TNF a changé la vie, littéralement la vie des patients atteints de maladie de Crohn. C'est un progrès majeur. Et aussi d'autres formes de maladies rhumatismales, comme la spondylarthrite ankylosante ou l'arthrite psoriasiforme. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça explique que le marché il est de 30 milliards de dollars par an. C'est un progrès majeur. Cet anticorps est vendu assez cher. Il est relativement bien toléré. Il faut en recevoir très longtemps pour avoir un risque infectieux, parce qu'évidemment, on neutralise dans une certaine mesure la réponse immunitaire, mais le bénéfice est absolument majeur. Juste le cas de la maladie de Crohn, pour un exemple. Ça, c'est la première étude qui a été faite, ça date de 2002, donc maintenant 13 ans. La première étude qui démontre l'efficacité de l'anticorps anti-TNF au traitement de la maladie de Crohn. C'est l'étude vraiment pivot, comme on dit, sur laquelle sont fondées toutes celles qui ont suivi, qui ont confirmé ces résultats. C'est toujours le principe des études randomisées. Donc certains patients ont reçu un placebo, 7 fois, en 46 semaines, donc sur une année. D'autres patients ont reçu un anticorps anti-TNF, 7 injections en 46 semaines, à une dose de 5 mg par kilo. C'est à peu près le même ordre de grandeur que dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Et d'autres patients ont reçu un peu plus d'anti-TNF. Et au bout de 46, à la semaine 30, ici, vous voyez le nombre de malades, le pourcentage, excusez-moi, de malades en rémission. Il y a plusieurs centaines de malades dans cette étude. Vous voyez que le placebo, il y a quand même des rémissions, parce que cette maladie peut varier spontanément, à peu près un malade sur 5. Mais pour les malades traités par anti-TNF, on passe de 21 à 39 ou 45. Et les traitements par les corticoïdes, qui sont à la fois efficaces et très toxiques, j'en parlais tout à l'heure pour la polyarthrite rhumatoïde, ont pu être arrêtés chez 30% des malades. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est un résultat absolument tangible, très significatif, qui a été confirmé et amélioré par une meilleure utilisation de ce médicament. Donc ce résultat de l'utilisation anticorps anti-TNF est probablement, enfin pas probablement, certainement sur le plan historique, le premier traitement par anticorps monoclonal qui a démontré une efficacité majeure dans des pathologies fréquentes, chroniques et relativement sévères, et donc marque l'histoire de la médecine dans l'introduction des anticorps monoclonaux dans l'arsenal thérapeutique. C'est pour ça que j'ai détaillé cette affaire. Okay. Est-ce que vous avez des questions spécifiquement sur l'anticorps anti-TNF? Je vais changer légèrement de sujet. Non, on avance. À côté de ça, juste pour rester un instant dans la neutralisation des substances inflammatoires, je vais vous raconter une histoire qui est par ailleurs pas inintéressante dans la façon dont raisonne l'industrie pharmaceutique, qui est quelque chose de très proche, qui est la neutralisation de l'interleukine 1. J'ai déjà parlé de l'interleukine 1, c'est une de ces autres protéines qu'on appelle des cytokines, qui sont des protéines produites lors des réponses inflammatoires et qui en excès sont associées à des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, comme la maladie de Crohn et d'autres maladies dont j'ai déjà dit un mot. Les chercheurs ont pensé que neutraliser l'interleukine 1 serait peut-être une bonne approche du traitement de la polyarthrite rhumatoïde, puisqu'il y a beaucoup d'interleukine 1, de la même façon qu'il y a beaucoup de TNF. Ils ont essayé de traiter, ils ont fait quelques expériences de l'animal, plus ou moins concluantes, mais ils ont fait des essais cliniques, et ça ne marche pas. C'est que si vous administrez un anticorps anti-IL1, même de façon régulière, à des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, zéro efficacité.
Rien, ça ne marche pas, contrairement à l'anti-TNF. Donc les industriels qui avaient ces anticorps en main ont décidé d'arrêter la production d'anticorps anti-L1, d'oublier cette voie thérapeutique possible. Malheureusement, ce n'est pas une solution. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est la situation d'une maladie extrêmement rare, qui concerne quelques dizaines de malades dans le monde, mais en soi c'est assez intéressant sur le plan conceptuel et du raisonnement et du développement. Une maladie génétique qui fait qu'une protéine est anormalement active, elle s'appelle NALP3, et elle donne une maladie horrible qui s'appelle un 5A. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit schématiquement. La protéine en question, c'est celle-ci. Donc normalement, elle ne fonctionne pas. Elle est au repos dans les cellules inflammatoires et elle est activée lorsque, mettons, il y a une infection. Je schématise. Et ce qui se passe dans cette maladie, c'est que cette molécule, NALP3 ou cryopyrine, est active en permanence. Donc il n'y a pas besoin que la cellule soit stimulée, le globule blanc, le macrophage, le polynucléaire, d'autres cellules, par une infection, mettons, ou d'autres événements, pour qu'elle se mette en fonction. Je vais vous dire ce qu'elle fait. Elle fonctionne tout le temps. Et sa fonction, c'est d'activer une enzyme qui produit de l'interleukine 1 à partir d'un précurseur de l'interleukine 1. Donc ces malades ont en permanence, à partir d'un ensemble moléculaire qu'on appelle l'inflammasome, une production massive d'interleukine 1, de façon pathologique. Donc leur maladie, de façon très sélective, c'est très différent de la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, c'est une production très importante en permanence d'interleukine 1. Et la production d'interleukine 1 a des effets au niveau, donne un syndrome inflammatoire chronique, ces gens sont fatigués en permanence, ont des atteintes des cartilages, des atteintes de l'œil, du système nerveux, de la peau. Donc c'est une maladie très invalidante, de la fièvre, donc, qui est vraiment est très très sévère, et tout ça étant lié presque exclusivement à une production massive d'interleukine 1. Quand ceci a été compris par les études génétiques et ensuite physiopathologiques, évidemment, immédiatement, les médecins se sont dit, voilà des patients qui jusque-là n'avaient pas vraiment de traitement efficace, qui bénéficieraient de façon presque magique d'une neutralisation de l'interleukine 1, puisque leur maladie est liée à l'excès d'interleukine 1. Donc ces médecins sont allés voir l'industriel qui avait produit les anticorps anti-IL1 et qu'ils avaient oublié et mis pratiquement à la poubelle, en disant, nous avons une situation où il serait logique de donner votre anticorps. Et ça n'a pas été facile de convaincre les industriels, mais ils se sont laissés convaincre que ces quelques dizaines de malades dans le monde qui avaient cette pathologie exceptionnelle en bénéficieraient. Et c'est le cas. Voici l'exemple d'un malade avec une éruption sur la peau, une inflammation de l'œil que vous pouvez voir ici, des anomalies au niveau du cerveau avec des ventricules en noir qui paraissent élargis, parce qu'il y a une atteinte, une espèce de méningite chronique, et aussi encore d'autres atteintes de la méningite qui sont marquées ici. Et après traitement, l'éruption disparaît, l'œil devient clair, les ventricules se normalisent, c'est le cas ici aussi. Donc un effet absolument spectaculaire, et je peux dire que j'ai vu des patients atteints de cette maladie, ils témoignent du fait qu'au décours de la première injection, ils disent « je connais quelque chose que je n'ai jamais vécu de ma vie », c'est-à-dire le fait de vivre normalement sans inflammation chronique. Donc c'est un effet extraordinairement positif de ce traitement. Donc une molécule, un anticorps qui était quasiment abandonné parce qu'il n'y avait pas, entre guillemets, de marché, parce que la polyarthrite rhumatoïde ou d'autres maladies n'étaient pas candidates, avait retrouvé une indication thérapeutique très limitée, mais très logique, définie par la compréhension du mécanisme de la maladie, un excès d'IL1. Mais du coup, les choses ont rebondi. On va passer ça. Ça, c'est la démonstration de l'efficacité au cours du temps, quand même, dans cette maladie. C'est absolument spectaculaire. Donc, démontré toujours en tirage au sort contre placebo, même si on ne pouvait pas maintenir longtemps des placebos chez ces malades, vu l'efficacité évidente. C'est les patients sans rechute. Donc, on les met en rémission. Ils n'ont plus aucun signe de leur maladie. Ils ne rechutent pas. Vous voyez, sous traitement par l'anticorps anti-L1, zéro rechute. 100% des malades en rémission, alors que des malades qui ont été mis en rémission et ensuite on leur donne à la place le placebo, progressivement, ils rechutent tous. Donc c'est vraiment spectaculaire. Donc grâce à cela, l'anticorps anti-L1 a une nouvelle vie. Les industriels qui avaient développé de tels anticorps se sont dit, après tout quand même, si dans cette indication très très rare, ce produit est efficace, peut-être qu'il y a quand même quelques maladies où il est efficace. Et ils ont trouvé des indications. Et donc, grâce à cela, d'autres malades ont pu bénéficier de ces traitements. Par exemple, des enfants atteints de ce qu'on appelle l'arthrite juvénile idiopathique. Donc, c'est une maladie, évidemment, qui est beaucoup plus rare que la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il y a quand même un certain nombre d'enfants qui développent des arthrites également sévères, qui sont probablement une maladie différente, même certainement une maladie différente de la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte,
et qui souffrent considérablement d'inflammation chronique de leurs articulations, qui les handicapent et qui rend la vie absolument épouvantable, et à nouveau avec des traitements très insatisfaisants. La corticothérapie efficace est horriblement toxique, etc., etc. Et il s'avère que dans cette maladie-là, après tâtonnement, il a été possible de montrer que l'administration de ce même anticorps anti-IL-1, donc qui neutralise l'interleukine 1, a un bénéfice très important. Vous avez ici mesuré sur des paramètres d'efficacité qui vont de 30% d'efficacité à la rémission, les situations où, par rapport au placebo, toujours la même analyse qui a été faite en population comparée après tirage au sort, sous l'effet du placebo et que l'efficacité est presque jamais observée, 0% de rémission, 10% d'une amélioration partielle, alors que le niveau d'efficacité d'un anticorps, dont le nom barbare est canakinumab, qui est un anticorps anti-IL-1, administré à ces malades, 15 jours après, on a indiscutablement des malades qui vont mieux, même si ce n'est pas parfait, et mesuré à 1 mois après, c'est encore mieux. Donc l'effet est vraiment très important et se maintient au cours du temps. Donc cet anticorps a été sauvé par cette maladie très très rare, qui lui a permis de retrouver ensuite par ajustement progressif et tâtonnement, comme je l'ai déjà dit, des indications et le fait que c'est un bon traitement de cette maladie et de quelques autres. Vous avez ici les résultats exprimés d'une autre façon. Les enfants atteints d'arthrite juvénile, dite idiopathique parce qu'on n'en connaît pas la cause aujourd'hui. Vous avez ici la probabilité de rester sans pousser de la maladie, en anglais flare-free, si vous êtes traité par l'anticorps anti-IL-1, canakinumab, ou par un placebo. Vous voyez la différence. 3/4 des malades sont sans pousser de la maladie avec cet anticorps, contre 1/4 avec le placebo. Et que le délai médian de rechute, si on veut être très précis, c'est 236 jours sous placebo, et on n'atteint pas ce délai médian, qui serait à 50% pour les malades sous traitement. Donc c'est absolument remarquable. Donc c'est un progrès évidemment très important. Donc voilà pour les anticorps monoclonaux. En termes d'immunomodulation, quand je dis voilà, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, parce qu'il y a d'autres anticorps, j'en ai mentionné 2, d'autres maladies, et sachez qu'il y a beaucoup de développements similaires en cours pour traiter les maladies inflammatoires, avec des succès qui sont importants mais pas complets, et donc des améliorations progressives, et notamment une des notions très importantes dans ces tentatives d'amélioration, c'est de trouver des marqueurs prédictifs, des biomarqueurs qui, a priori, avant de commencer le traitement d'un malade, permettent de définir quel sera le meilleur traitement pour ce malade. Mais c'est une avancée importante de la médecine liée à l'utilisation d'anticorps monoclonaux. Le second domaine dans lequel l'utilisation thérapeutique des anticorps monoclonaux a fait des progrès majeurs est celui du cancer. Vous allez voir 4 mécanismes d'action possibles, et le quatrième surtout, gardez du souffle pour le quatrième, parce que c'est le plus important, et très récent, et apporte vraiment une avancée majeure. C'est ce qui est marqué en rouge ici, c'est la même diapositive que vous avez déjà vue, parmi des tas d'indications, des tas d'utilisations aujourd'hui validées des anticorps monoclonaux. Il y en a qui concernent les cancers, qui sont en rouge. Dès 1998, on va en reparler dans un instant, l'utilisation d'anticorps pour tuer des lymphocytes B cancéreux. Les lymphocytes B cancéreux, ça donne des lymphomes, qui est une maladie qui n'est pas exceptionnelle. En l'an 2000, l'utilisation d'un anticorps qui neutralise un récepteur hormonal de l'œstrogène pour traiter le cancer du sein, on va en parler. En 2006, l'utilisation d'anticorps qui bloque la vascularisation des cancers, on va en parler. Et surtout, on va parler de ce qui est en bas, qui est tout récent, c'est l'utilisation d'anticorps contre des molécules qui sont des freins des réponses immunitaires. Et vous allez voir que lorsqu'on neutralise ces protéines, qui sont à la surface des cellules, on permet aux réponses immunitaires contre les cellules cancéreuses d'être largement amplifiées avec un bénéfice clinique. Donc on va voir ces 4 stratégies thérapeutiques qui ont été mises en pratique depuis 1998 pour les premières, depuis peu d'années pour les toutes dernières. Donc 4 mécanismes, je rappelle. Tuer des cellules tumorales, ce sont des exemples, c'est pas, évidemment je ne suis pas exhaustif dans ce que je vous raconte, mais tuer des cellules tumorales, et c'est typiquement ce qu'on essaye de faire avec un anticorps monoclonal qui est dirigé contre une molécule qui s'appelle CD20 et qui est à la surface des lymphocytes B, vous allez voir ça tout à l'heure. Ensuite, bloquer la prolifération des cellules cancéreuses, c'est assez logique, les cellules cancéreuses prolifèrent sans contrôle, et lorsque on comprend un mécanisme inducteur de prolifération par une hormone, on peut bloquer cette affaire. Bloquer la vascularisation des tumeurs, parce que les tumeurs dépendent beaucoup de ce qu'on appelle la néo-angiogenèse, donc le fait qu'ils ont besoin d'oxygène et d'énergie pour croître. Donc si on bloque la production
des vaisseaux qui vont vers la tumeur, on peut avoir un bénéfice. Et puis, encore une fois, c'est le plus important, lever les freins de la réponse immune anti-cancer. Alors, tuer les cellules tumorales tout d'abord. Exemple des lymphomes. Donc ça, c'est aussi une grande réussite de la médecine, qui date maintenant de bientôt 20 ans. Donc la molécule qui a été ciblée, parce que c'est les premiers anticorps produits, on peut en utiliser d'autres, est une molécule qui s'appelle donc CD20, qui est présente à la membrane des lymphocytes B, donc elle est visible de l'extérieur, donc un anticorps peut se fixer dessus. C'est une molécule qui est présente sur tous les lymphocytes B pratiquement, sauf ce qu'on appelle les plasmocytes. Et donc, beaucoup des cellules cancéreuses qui concernent les lymphocytes B, donc des lymphomes et parfois des leucémies, expriment à leur surface cette molécule, donc qui devient une cible possible pour traiter ce cancer. Il faut savoir que les lymphomes représentent 4% de tous les cancers. C'est à la fois pas beaucoup, si on veut, le cancer du poumon et le cancer du sein sont plus fréquents, mais c'est quand même, ce sont des cancers non rares, loin, et qui peuvent être pour certains d'entre eux extrêmement sévères. Donc comment ça marche cette affaire? Là, c'est un rappel sur ce que je vous ai dit de façon plus globale la semaine dernière. Vous avez ici un lymphocyte B cancéreux, d'un lymphome B. Ici, vous avez la molécule CD20, donc qui est exprimée par milliers, ce n'est pas une seule, à la surface du lymphocyte B. Elle est schématisée ici. Et voilà ici l'anticorps. Vous les avez là, il y en a deux qui existent, un anticorps chimérique ou un anticorps humain. C'est toujours la même discussion. Je vous renvoie à ce que je vous ai dit la semaine dernière, qui reconnaissent la molécule CD20. Donc en se fixant dessus, par exemple, cet anticorps il agit de plusieurs façons. Peut-être avec un effet direct sur les lymphocytes B pour bloquer leur prolifération. Mais le plus important, c'est ce qui est à gauche ici, et que j'avais évoqué la semaine dernière, c'est que l'anticorps anti-CD20, il est là, fixé sur la molécule CD20, elle est là, donc ça fait un hymen complexe. Ça va permettre à la partie constante de l'anticorps monoclonal de se fixer sur le récepteur FC qui est présente sur des macrophages et ces cellules NK, certaines cellules du système immunitaire, de telle manière que, après cette interaction moléculaire, ce pont moléculaire établi, cette cellule-là va être capable, c'est marqué par les petits éclairs qui est là, d'exercer une fonction cytotoxique, tueuse. Cette cellule-là va tuer la cellule cancéreuse. C'est un des mécanismes d'action qui peut être engendré par des anticorps monoclonaux. Parce que cette cellule contient dans son sein des substances qui sont cytotoxiques, tueuses, qui peuvent être libérées et tuer cette cellule. Il y a encore d'autres mécanismes d'action, je vous renvoie à ce que je vous avais dit la semaine dernière, fixation du complément par exemple, et puis d'autres anticorps qui sont en train d'être développés. Donc c'est un champ qui évolue sans arrêt pour améliorer les performances des anticorps et l'efficacité des traitements. Donc ça c'est le principe de ce qui se fait depuis 1998. Quelques résultats cliniques qui vous montrent que les choses sont pas mal, même si elles sont malheureusement jamais parfaites. Ici, une étude clinique qui a concerné 800 malades, donc c'est une étude sérieuse, ou qui ont ce qu'on appelle un lymphome non-hodgkinien agressif. Je suis désolé, c'est une terminologie médicale un peu compliquée. Lymphome hodgkinien, c'est un certain type de lymphome dont je ne parle pas ici, donc, qui permet de caractériser ici, ceux-là sont non-hodgkiniens, donc c'est une autre catégorie. Agressif, ça veut dire qu'ils donnent des métastases et qui sont dangereux, donc on sait que le pronostic spontané est dramatiquement sévère. Donc le traitement classique de ces malades, c'est de leur donner une chimiothérapie où on combine plusieurs agents cytotoxiques, plusieurs médicaments qui vont tuer les lymphocytes B, malheureusement qui ne font pas que tuer les lymphocytes B, donc qui sont toxiques, mais c'est une chimiothérapie qui a une certaine efficacité, puisque si on regarde ce qui se passe 3 ans après traitement, les malades traités ainsi, 65%, donc un peu moins de 2 tiers, sont en vie, ne sont pas décédés de leur cancer, et sont sans progression du cancer. Ça ne veut pas dire que le cancer est forcément guéri, mais il n'avance plus, il est au moins stabilisé. Si on ajoute un anticorps anti-CD20, 4 injections, rituximab c'est le nom de l'anticorps, on monte de 65 à 85. On dirait, bon, c'est pas terrible. C'est très important parce que c'est une maladie ici de malades qui sont très, très gravement atteints et c'est un progrès très significatif. Dans une autre situation de lymphome B, naturellement, il s'agit des cancers des lymphocytes B, moins agressifs, donc une maladie moins sévère, mais néanmoins qui est très invalidante, un groupe de 166 malades, traités uniquement par l'anticorps, pas de chimiothérapie. C'est une maladie moins agressive, on peut se le permettre. Un malade sur 2 répond à son cancer qui est bloqué, et ce qui est un résultat meilleur que celui obtenu par la chimiothérapie. Donc ces résultats sont tout à fait clairs, reproduits, et qui font qu'aujourd'hui, ces anticorps anti-CD20 font partie de l'arsenal thérapeutique systématique. Tous les malades qui ont un lymphome B
sont traités par ces anti-CD20 ou d'autres anticorps dont je ne vais pas vous parler, qui agissent autrement et qui permettent de réduire la gravité et la mortalité de ces lymphomes. Et donc, de nouveaux anticorps sont en cours de développement. Donc, c'est une stratégie de traitement anti-cancer qui est un grand succès. Et l'industriel qui a produit le premier anticorps anti-CD20, rituximab, je peux dire qu'il a gagné beaucoup d'argent grâce à cet anticorps, mais il faut reconnaître que c'est un médicament très efficace dans cette indication-là. OK ? Deuxième situation, pardon, excusez-moi, avant de parler de la deuxième situation du cancer, je fais un retour en arrière dans l'immunomodulation pour vous dire, parce que c'est le même anticorps, anti-lymphocyte B, anti-CD20, si on tue des lymphocytes B malins, on guérit un cancer. Si on tue des lymphocytes B qui ne sont pas cancéreux, mais qui sont impliqués dans une réponse auto-immune, peut-être qu'on peut contrôler la maladie auto-immune. Ce raisonnement a été fait exactement de cette façon-là. Et ce n'est pas trop grave de tuer les lymphocytes B, parce que les lymphocytes B, ça sert à produire les immunoglobulines, je vous le rappelle. Et on peut substituer les patients qui ont un déficit en lymphocytes B, on a tué les lymphocytes B en leur donnant les immunoglobulines. Je vous en ai parlé d'ailleurs la semaine dernière. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de pathologies qui sont listées ici. La polyarthrite rhumatoïde, dans les situations d'échec de l'anticorps anti-TNF, des vascularites, c'est-à-dire des atteintes auto-inflammatoires, auto-immunes, excusez-moi, des vaisseaux sanguins, avec des anticorps contre ces vaisseaux sanguins, d'autres atteintes des artères, même la sclérose en plaques, une maladie auto-immune du système nerveux, qui sont, dans une certaine mesure, ça dépend des cas, pour certaines d'entre elles, c'est avec une très grande efficacité, parfois moindre, des maladies qui peuvent être traitées par cette stratégie qui consiste à l'aide d'anticorps monoclonaux dirigés contre les lymphocytes B, administrés aux patients, quelques fois, en général c'est 4 fois. En tuant les lymphocytes B, on tue les lymphocytes B auto-immuns, pas que naturellement, mais on tue les lymphocytes B auto-immuns et on réduit l'auto-immunité. Donc c'est une autre application de l'utilisation d'anticorps. Les mêmes anticorps peuvent être utilisés pour traiter certaines formes de cancer et certaines formes de maladies auto-immunes. Je reviens au cancer, ayant refermé cette parenthèse. Deuxième stratégie thérapeutique des cancers fondée sur l'utilisation d'anticorps monoclonaux, la neutralisation de protéines extérieures qui agit comme récepteur pour des substances qui favorisent la croissance cellulaire. Donc le résultat le plus net concerne le cancer du sein. Et il se trouve que dans le cancer du sein, certains patients, et ça correspond au diagramme C et D comparé à A et B, des malades dont le génome des cellules cancéreuses est modifié. Vous savez que de tous les cancers, il y a une modification du génome, il y a des mutations, etc., etc. Et il se trouve que chez une fraction des femmes qui ont un cancer du sein ont une amplification, c'est-à-dire une certaine séquence du génome qui est présente en quantité augmentée, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, par duplication de cette région génomique. Et ceci a des effets, puisque pour une certaine région qui va contenir le gène dont je vais vous parler ensuite, les malades qui ont la malchance d'avoir plus de 5 copies de ce gène ont une chance, si je puis dire, ou plutôt une malchance, un risque de rechute de leur cancer du sein qui est bien plus élevé que pour les femmes dont les tumeurs n'ont pas cette amplification de ce gène. Et en termes, ceci se traduit par une diminution des chances de survie. Les femmes dont le cancer du sein contient une fraction du génome donc qui contient le gène R2-nœud 5 fois au moins ont une chance de survie plus faible que les femmes dont le cancer du sein ne contient pas cette amplification. Dans cette région amplifiée est présent le gène qui s'appelle R2-nœud, qui code pour une protéine qui s'appelle le récepteur pour le facteur de croissance de l'épiderme de type 2, peu importe les détails. Donc cette protéine, elle est présente à la surface du cancer. Okay. Donc évidemment, dans les cancers où le gène est surprésent, 5 fois, 6 fois, donc c'est complètement anormal naturellement, à la surface des cellules cancéreuses, cette protéine va être présente en très grande quantité. Donc fondé sur ce résultat, le raisonnement a été que si on est capable de produire un anticorps qui reconnaît cette protéine, R2, on va cibler les cellules qui expriment en excès cette protéine par rapport à des cellules normales, et on va pouvoir les tuer et réduire le risque de rechute du cancer et améliorer la survie. Et parce que ce facteur de croissance, par ailleurs, donc on peut agir en tuant les cellules, mais aussi on bloque l'interaction avec le récepteur de croissance des cellules cancéreuses. Okay. Donc ceci a été fait. Le résultat un des résultats est là. Par exemple, si je me souviens bien, c'est la première étude qui a été publiée, 2001,
New England Journal of Medicine, qui est un journal de référence en médecine. À nouveau, une étude comparative, soit des malades, 409 malades, qui ont une surexpression de R2, hein, donc ils appartiennent à cette catégorie-là, avec plus de 5 copies. Sinon, il n'y a pas de différence de survie ou de rechute s'il y a dans les autres circonstances. Donc, on a chimiothérapie seule, malheureusement, vous voyez que la probabilité de survie sont des cancers très sévères. Hein. Ça ne représente pas tous les cancers du sein, c'est une fraction de cancers du sein particulièrement sévère. Avec la chimiothérapie seule a un effet malheureusement très faible. Si on lit ici, la fraction de patients qui ont une maladie, qui sont en vie et dont le cancer ne progresse pas. Pas forcément rémission, mais au moins ne progresse pas. Et que malheureusement, les résultats ne sont pas bons du tout, puisqu'au bout de 2 ans, c'est 0% des femmes dont le cancer ne progresse pas. Si on ajoute un anticorps trastuzumab qui cible cette molécule, le résultat, vous allez me dire, n'est pas si extraordinaire, mais il y a un progrès indiscutable, parce qu'il y a quand même entre 10 et 20% des femmes dont le cancer ne progresse pas au bout de 2 ans. Et surtout, petit à petit, ces traitements ont été améliorés, avec des résultats qui sont aujourd'hui nettement supérieurs. Par exemple, on peut imaginer de traiter avec 2 anticorps monoclonaux, ciblant la molécule de 2 façons différentes. Et c'est une autre étude qui a été publiée très récemment, à nouveau dans des formes particulièrement sévères de cancer. Ce n'est pas le cancer de sein classique qui, heureusement, a un bien meilleur pronostic. Donc des cancers métastatiques du sein, donc les femmes ont des métastases dans le corps. Et vous pouvez voir qu'ici, c'est la survie tout court des femmes, avec traité par chimiothérapie plus un anticorps anti-R2 ou 2 anticorps anti-R2. Et avec 2 anticorps anti-R2, on gagne 10-20% de survie. Et on gagne aussi une survie sans progression de la tumeur. Donc à nouveau, on est loin d'être au bout des efforts nécessaires pour venir à bout de tels cancers, mais ce sont des progrès significatifs. Et ce type d'anticorps est utilisé pour traiter les cancers du sein lorsqu'il y a donc la surexpression de cette protéine liée au fait que le gène qui code pour cette protéine est présent en très grande quantité par anomalie génétique du cancer. Okay. C'est un exemple, encore une fois, mais un exemple qui est assez parlant d'efficacité de l'anticorps monoclonal dans le cancer. Troisième exemple, même s'il n'est pas spectaculaire sur cette diapositive, mais quand même, c'est l'idée de neutraliser la croissance des vaisseaux qui irriguent les tumeurs. Le VEGF, c'est un facteur de croissance qui permet de fabriquer des vaisseaux sanguins schématiquement. Donc les tumeurs, pour être irriguées et recevoir l'oxygène, tout bêtement, les nutriments énergétiques, etc., comme n'importe quelle autre cellule, ont besoin d'être irriguées, ont besoin de vaisseaux. Et donc se débrouillent, entre guillemets, pour qu'il y ait une production locale de VEGF qui favorise la croissance endothéliale dans les tumeurs. Et parfois, les cellules endothéliales sont tumorales elles-mêmes. Donc l'idée ici, par exemple, de cette équipe, de ce travail qui a été publié il y a maintenant 10 ans, c'est de neutraliser ce facteur de croissance des vaisseaux sanguins, de telle manière que l'irrigation des tumeurs soit réduite, et donc que leur capacité de croissance soit réduite. Donc ici, c'est une application à des formes sévères, à nouveau, c'est des formes métastatiques, donc de très mauvais pronostics, de cancer du côlon et du rectum, où sont comparés, ici c'est la survie, ici c'est toujours pareil, la survie sans progression du cancer, donc évidemment c'est encore mieux, avec une chimiothérapie seule, c'est la courbe du bas, et chimiothérapie plus BV, BV c'est le nom, peu importe, le nom de l'anticorps dirigé qui neutralise le VEGF. Et vous voyez qu'on gagne quelque chose. Vous allez me dire, ce n'est pas absolument spectaculaire, mais c'est significatif. C'est significatif aussi sur la survie sans progression tumorale. C'était le premier type d'étude. Il y a un bénéfice, et ce bénéfice, à soi seul, il ne suffit pas à traiter le cancer, mais c'est une arme ajoutée au traitement classique qui permet d'améliorer le pronostic de tel cancer. Mais le plus intéressant, le plus frappant, c'est ce qui suit, c'est-à-dire le quatrième mécanisme d'utilisation d'anticorps monoclonaux pour traiter des cancers. Et ça, ce sont des données extrêmement récentes. La littérature médicale et scientifique sur ce sujet date des 2-3 dernières années. Donc vraiment, c'est tout récent. Mais c'est très intéressant. Donc là, il faut revenir à un petit peu d'immunologie de base. Et vous avez ici une image a priori assez compliquée, mais vous allez voir qu'elle ne l'est pas tant que ça. Imaginez qu'à droite, ici, c'est un lymphocyte T, donc une cellule très importante des réponses immunitaires. Les lymphocytes T sont capables de tuer des cellules tumorales, sont capables de produire des substances qui agissent sur les cellules tumorales et pour les tuer aussi ou bloquer leur croissance. Mais un lymphocyte T, pour qu'il soit activé, comme vous le savez, il faut qu'il reconnaisse un antigène. Cet antigène, c'est la petite boule bleue ici.
qui est reconnu par ce récepteur TCR. En anglais, ça veut dire récepteur T pour l'antigène. Et cette petite boule bleue, elle est présentée par ce qu'on appelle les molécules d'histocompatibilité à la surface d'une autre cellule. La surface de l'autre cellule, c'est soit une cellule professionnelle, entre guillemets, une cellule dendritique, qui présente les antigènes aux lymphocytes T, soit, dans les phases effectrices, c'est la cellule cancéreuse elle-même. Mais la réponse immunitaire ne se résume pas à cette interaction moléculaire-là qui induit ce qui est inscrit ici, c'est-à-dire signal 1, un signal qui permet d'activer des lymphocytes T, par exemple à tuer une cellule cancéreuse. Il y a plein d'autres molécules qui sont exprimées à la surface des lymphocytes T, PD1, CD28, CTLA4, ICOS, point d'interrogation, donc on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui, BTLA, KIR, CD137, OX40, bon bref, je ne vais pas toutes les énumérer, il y en a plein. Et ces molécules, ces récepteurs à la surface des lymphocytes T, ont des ligands. Vous voyez, par exemple, CTLA4 interagit avec CD80 ou CD86, ICOS avec B7RP1, etc., etc., etc. Et ces interactions moléculaires, elles sont très importantes. Elles peuvent agir dans deux sens. Soit elles sont co-stimulantes, ça veut dire que la réponse, l'activation du lymphocyte T va se faire, et va se faire de façon plus forte. Par exemple, c'est le cas, si on prend l'interaction numéro 2 ici, vous voyez, il y a un plus. Chaque fois qu'il y a un plus, c'est que ça favorise l'activation du lymphocyte, ça favorise la réponse immunitaire. Donc c'est le cas, encore une fois, de l'interaction entre CD28, CD80 et 86. Soit c'est l'inverse, ce sont les moins et les petits feux en rouge. Par exemple, donc c'est à chaque fois qu'il y a une flèche bleue ici, tout en haut, la molécule PD1, qui est exprimée à un certain stade de développement des lymphocytes T, elle interagit avec deux ligands possibles, PD ligand 1 ou PD ligand 2, et lorsque cette interaction moléculaire se fait, ça freine la réponse immunitaire. Donc vous voyez qu'il y a une série de freins et une série d'accélérateurs. D'accord ? Donc en bleu, les flèches bleues indiquent, donc elles sont en haut, PD1, PDL1, PDL2, PD1, CD80, 86 et TLA4, indiquent deux types d'interactions moléculaires qui sont des freins des réponses immunitaires T et qui sont les freins qui sont ciblés lors du traitement d'un cancer. En gros, l'idée, c'est de lâcher la pédale de frein. Okay, on laisse l'accélérateur et on enlève le frein. Je schématise, mais c'est exactement ça. L'idée étant que si on bloque le frein, l'accélérateur, c'est-à-dire la réponse immune contre des antigènes des cellules cancéreuses, va faire que ces cellules T vont être capables de tuer les cellules cancéreuses. On verra tout à l'heure ce qui est en pointillé. Donc c'est l'idée qui a germé à travers de travaux lorsque ces molécules ont été connues, et ensuite par des travaux expérimentaux, et qui a abouti à des études cliniques dont l'idée est d'augmenter la réponse immunitaire en enlevant le frein, les freins. On peut redire la même chose d'une autre façon. Voyons ce qui se passe ici. On a ici une cellule dendritique donc, qui présente l'antigène. C'est un peu la même chose que tout à l'heure, mais simplifié. Le lymphocyte T, il est là. Le récepteur T pour l'antigène. La boule bleue présentée par la molécule d'histocompatibilité. Signal 1 absolument indispensable. Souvent, probablement le signal le plus important ensuite pour que le lymphocyte T s'active, c'est CD28 interagissant avec CD80 et CD86. Ça, c'est ce qui se passe lors de l'induction d'une réponse immune des lymphocytes T contre un antigène donné. La conséquence de ça, au bout d'un moment, le lymphocyte T, il va se mettre à exprimer la molécule CTLA4, qui n'est pas présente à la surface du lymphocyte T au départ. Vous voyez qu'ici, induction de CTLA4. Donc ça, on est dans la physiologie, on n'est pas dans la réponse anticancéreuse pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au bout d'un moment, il y a un frein qui se met en place qui va venir réguler et limiter la réponse immunitaire. Donc le système est régulé positivement par ces deux signaux-là et négativement par celui-là, dans l'exemple que je vous montre ici. Okay, donc on a ensuite une situation ici qui vous est montrée concernant l'autre type de molécule inhibitrice, même activation, et au niveau des tissus en particulier, les lymphocytes T activés vont non seulement exprimer CTLA4, mais aussi PD1, l'autre frein. Les lymphocytes T ont deux freins, le frein à main et le frein, si je puis dire, avec on appuie sur le pied pour rendre l'image de la voiture. Mais dans les tissus, là on n'est plus avec les cellules dendritiques, n'importe quel tissu est susceptible d'exprimer les ligands de PD1 et donc permettre l'activation de PD1 et donc de limiter la réponse immunitaire. Donc les deux types de freins peuvent être mis en jeu sur des lymphocytes T qui ont été activés. Qu'est-ce qui se passe dans le contexte du cancer? Il se passe la chose suivante. Vous avez ici une cellule tumorale et un lymphocyte T. Un lymphocyte T capable de reconnaître un antigène du cancer, parce que justement, comme il y a plein de mutations dans le génome du cancer, ça crée des nouvelles protéines qui peuvent être reconnues. Donc c'est d'où le fait que nous avons des réponses immunes anti-cancer qui peuvent être efficaces. Donc c'est ce qui se passe ici.
Sauf que, pas de chance, la cellule tumorale, de façon anormale, parce qu'elle a des modifications de son génome, exprime de façon constitutive en permanence PDL1. Donc, même si le lymphocyte T, a priori, il reçoit un signal d'activation, il reçoit en même temps un frein, un signal de frein. Donc, ce lymphocyte T ne s'active pas et la réponse immune anti-cancer ne se fait pas, schématiquement. C'est malin de la part de la cellule tumorale d'exprimer le ligand du frein, puisqu'elle bloque la réponse immunitaire. Évidemment, ça ne se fait pas intentionnellement, c'est par sélection. Et ça peut être aussi de cette manière-là. La réponse immune est générée dans un premier temps, mais, ça c'est encore plus vicieux d'une certaine façon, certains des signaux qui sont induits par l'activation du lymphocyte, exemple, la production d'interféron gamma, de façon paradoxale, alors que c'est une substance pro-inflammatoire et impliquée dans la réponse immunitaire, va induire un signal anormal dans la cellule cancéreuse qui induit l'expression de PDL1. Donc soit c'est présent de façon la molécule est présente de façon constitutive, soit elle est induite par la réponse immune. Donc c'est vraiment vicieux. Mais malheureusement, dans les deux cas de figure, la conséquence, c'est que ceci favorise la croissance du cancer et le fait qu'il échappe au système immunitaire. Donc une fois qu'on a compris ça, et ça, donc, vous voyez, c'est des idées qui étaient présentes il y a 2-3 ans, le raisonnement est simple, on doit pouvoir casser ce système en bloquant l'interaction entre PDL1 et PD1, ou PDL2, ça revient au même, et PD1, de telle manière que le lymphocyte T va pouvoir s'activer et le frein, on a enlevé un frein. Donc c'est exactement ce qui est montré ici. Situation que inhibée ici, lymphocyte T, cellule tumorale, certes il y a une reconnaissance d'antigène, mais il y a aussi PD1 qui interagit avec PDL1 ou PDL2, ça revient au même, et du coup le lymphocyte T ne s'active pas. Si on traite le malade qui a cette tumeur par un anticorps qui se fixe soit sur PD1, soit sur son ligand PDL1, ça revient au même, on empêche cette interaction moléculaire entre le lymphocyte T et la cellule tumorale, ou le macrophage, ça revient au même, et du coup, la réponse immunitaire, elle peut se faire. On casse le frein. Donc ça a été fait, et ça a été fait avec un certain succès que je vais vous montrer maintenant. 2-3 exemples. Maladie de Hodgkin, j'en ai dit un mot tout à l'heure. C'est une forme de lymphome qui est en général plutôt de bon pronostic, mais malheureusement, il y a des malades qui échappent au traitement classique. Le traitement classique, c'est la chimiothérapie, éventuellement un peu de radiothérapie. Une étude qui vient d'être publiée, tous ces résultats sont très récents. 23 malades, alors le point très important, c'est que ce sont 23 malades avec une maladie réfractaire, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu toutes les lignes de traitement classique, chimiothérapie, etc., ils ont résisté. Donc vraiment des malades dont le pronostic est malheureusement très sombre. Ces 23 malades donc, vont être traités par injection, quelques injections, j'ai oublié le nombre, peu importe ici, et la quantité, d'un anticorps anti-PD1. Donc, on agit ici, on bloque cette molécule. Okay, donc, avec l'espoir de restaurer une réponse immunitaire du lymphocyte T contre la cellule tumorale. Ici, la cellule tumorale, c'est un lymphome B. Et les résultats sont les suivants. 4 fois sur 23, réponse complète, donc la tumeur disparaît totalement. 16 fois sur 23, il y a une réponse partielle. 3 fois, la maladie est stabilisée et aucun malade ne progresse. Donc, c'est une réponse qui est globalement de 87%. Et vous voyez ce qui est assez remarquable, 24 semaines après le début du traitement, donc 24 semaines, c'est presque 6 mois, 86% des malades sont en vie et une maladie qui ne progresse pas. Donc c'est pour les malades qu'une maladie réfractaire à tous les traitements. Donc c'est vraiment un résultat extrêmement important. Si bien qu'aujourd'hui, compte tenu de ce résultat et de quelques autres, il commence à être considéré l'idée que peut-être la maladie de Hodgkin est une maladie qu'on ne traitera plus par chimiothérapie, mais peut-être uniquement par ce type d'anticorps. Sachant que les effets secondaires, ils existent, mais ils sont moins forts que ceux de la chimiothérapie. Ce qui est très intéressant, c'est couplé à ce résultat clinique, on peut corréler l'efficacité de ces anticorps, leur efficacité thérapeutique, anti-PD1 ou PDL1, avec le niveau d'expression au niveau des cellules tumorales de PDL1. Vous avez ici des images soit au niveau génétique, donc c'est le marquage des gènes, soit au niveau des protéines, le marquage de la tumeur. Cette grosse cellule, c'est la cellule tumorale, du Hodgkin. C'est comme ça à quoi elle ressemble. Et vous pouvez voir beaucoup de marron ici. La grande quantité de marron témoigne d'une situation où il y a une très forte expression de la molécule PD1. Et on peut montrer que plus il y a de molécules PD1 dans la tumeur, plus il y a de probabilité que le traitement soit efficace, ce qui est assez logique en l'occurrence. Donc on peut d'une certaine façon là aussi prédire l'efficacité
du traitement. Un autre exemple, pour une autre forme de cancer, le mélanome métastatique. Le mélanome, vous savez, sont des tumeurs de la peau qui sont favorisées notamment par l'exposition au soleil, aux ultraviolets, et qui sont, il y a beaucoup, heureusement, de mélanomes qui sont de très bons pronostics, mais les mélanomes métastatiques, donc avec des métastases, ont classiquement, jusqu'à il y a 2-3 ans, été une situation où la probabilité de mourir était de 100% au bout de 5 ans. Aucune thérapeutique, malheureusement, ne permettait aux malades de vivre plus que 5 ans. Zéro, aucun d'entre eux. Depuis qu'on commence à utiliser les anticorps anti-PD1, la situation est en train de changer. Incidemment, c'est une étude française. Madame Robert, elle est spécialiste du traitement des mélanomes à l'Institut Gustave Roussy, donc on peut le souligner l'importance de la contribution française à ce travail. Donc ici, vous avez la survie en jaune, la courbe de survie au cours du temps, 18 mois, la probabilité de survie de 0 à 100%, de malades traités par un anticorps anti-PD1, comparé à des malades qui ont reçu juste de la chimiothérapie. Là, on retrouve les courbes habituelles catastrophiques, c'est que les malades décèdent les uns derrière les autres. Vous voyez qu'au bout de 15 mois, il n'y en a plus que 15% en vie, donc c'est vraiment dramatique. Et vous voyez que les malades traités par anticorps anti-PD1, entre 60 et 70% d'entre eux sont en vie. C'est un résultat, je pèse mes mots, exceptionnel pour une maladie aussi grave. Vous avez ici la même chose en termes, mieux que la survie, c'est la maladie contrôlée. Par rapport au traitement classique, après 1 an de traitement, moins de 10% des malades ont une maladie contrôlée par la chimiothérapie, anticorps anti-PD1, 40%. Donc c'est un progrès considérable, vraiment considérable et remarquable. Et aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas un traitement qui va permettre d'obtenir une efficacité pour tous les cancers, mais bien, cette approche a été testée pour une série de maladies cancéreuses et des résultats ont été obtenus dans certaines formes de cancer du poumon, dit non à petites cellules, dans des cancers du rein, dans le mélanome, on vient de le voir, dans des cancers de la vessie et le lymphome hodgkinien. Donc ce n'est pas tous les cancers, mais c'est un résultat qui est assez net. L'autre approche, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais c'est le même principe, c'est CTLA4. C'est l'autre frein, 2 types de freins, je vous rappelle. C'est bloquer CTLA4. Et à nouveau, l'efficacité est intéressante. Vous avez un exemple ici, à nouveau, traitement de mélanome métastatique. Là, vous avez l'image d'un malade qui a des métastases au niveau du poumon. Voilà là, une métastase ici, et plus petite, et au niveau du cerveau. Et vous avez la situation du malade avant traitement par un anticorps qui neutralise CTLA4, et après traitement, et c'est ici un exemple évidemment particulièrement positif, il n'y a plus du tout de métastase. Néanmoins, il faut souligner que dans ce traitement-là en particulier, il y a une toxicité non négligeable, parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Si vous enlevez le frein à la réponse immunitaire devient trop forte. Et une réponse immunitaire trop forte, en particulier, peut provoquer des pathologies auto-immunes ou des réponses inflammatoires très importantes. Donc certains de ces malades développent par exemple des atteintes inflammatoires de la peau, de l'intestin, colite ou du foie. Donc c'est 10 à 15% des malades environ, c'est un problème et l'atteinte inflammatoire peut parfois être même encore plus sévère que ça, mais si on tient compte de la gravité de la maladie, cela peut être acceptable et peut-être d'ailleurs maîtrisé par certains médicaments. Une autre notion qui est intéressante et qui relie ces traitements avec l'immunologie, c'est qu'à nouveau, on peut, même si c'est a posteriori ici, probablement définir des critères prédictifs d'efficacité. Je m'explique. Vous avez ici l'espérance de survie des malades en fonction du temps, 100% de survie en mois, 20 mois, 40 mois, jusqu'à 100 mois, de malades, donc ici, traités par anticorps anti-CTLA4 et qui ont été traités pour un mélanome métastatique, toujours cette forme sévère de cancer. Et on a la situation où on compare la probabilité de survie des malades en fonction du nombre de mutations qu'on a trouvées en séquençant le génome des cancers. Donc on prend la tumeur, on séquence le génome complètement et on compare la séquence du génome du cancer avec la séquence normale de l'individu. Et encore une fois, vous le savez maintenant, je l'ai dit plusieurs fois et vous le savez déjà, qu'il y a un grand nombre de mutations dans les cellules cancéreuses qui expliquent évidemment le processus cancéreux. Quand ce nombre de mutations est relativement faible, ça veut dire moins de 100, c'est quand même beaucoup, la probabilité que le traitement soit efficace est faible. Vous voyez que l'espérance de survie des malades est malheureusement mauvaise. Or, s'il y a plus que 100 mutations, la survie est bien meilleure. La différence est très très significative. Alors, comment expliquer, c'est presque contre-intuitif cette observation. Comment expliquer cela ? Eh bien, plus il y a de mutations dans le génome de la cellule cancéreuse, plus grande est la probabilité qu'apparaissent des nouvelles protéines liées à la mutation du gène, qui sont modifiées par rapport à la séquence normale de la protéine et donc qui soient antigéniques.
donc création de néo-antigènes, de nouveaux antigènes reconnus par le système immunitaire. Okay, et c'est exactement ce qui est montré ici. On peut modéliser cela et même le démontrer expérimentalement, que les malades qui ont des néo-antigènes exprimés par la cellule cancéreuse ont une probabilité que leur cancer soit contrôlé, en l'occurrence le mélanome par anti-CTLA4, qui est presque de 100%. Alors que pour les malades auxquels les mutations sont soit en nombre diminué, soit globalement n'induisent pas la production de néo-antigènes, le traitement ne marche pas. Donc ceci démontre que le traitement marche effectivement de la façon dont je vous l'ai indiqué au début, c'est-à-dire en permettant des réponses immunitaires qui sont potentiellement présentes contre des antigènes du cancer, de se développer à pleine force et de contrôler le cancer. Donc c'est un résultat qui est tout à fait remarquable, qui est remontré ici pour insister encore un instant. Regardons ce qui se passe ici. En mélanome, donc vous avez le cancer, le lymphocyte, en marron les cellules cancéreuses, en vert les cellules présentant l'antigène, en bleu le lymphocyte T. Vous avez donc, on regarde à plus fort grossissement, enfin dans le détail, c'est un dessin, ce n'est pas une photo naturellement, le lymphocyte T ici, le récepteur, l'antigène, la cellule présentant l'antigène, la molécule CD28 et son ligand, ça c'est la situation d'activation. Okay, le lymphocyte T va être activé. Le lymphocyte T s'active, mais je vous rappelle qu'au bout d'un moment, l'activation induit physiologiquement l'expression de CTLA4. C'est une mesure de régulation des réponses immunitaires. Donc dans cette situation-là, si on ne fait rien, la réponse immune est bloquée. Donc au bout de quelques jours, donc c'est très peu dans la vie d'un cancer, il n'y a plus de réponse immunitaire de façon schématique. Si on intervient avec un anticorps anti-CTLA4, on lève ce bloc et la réponse immune peut se faire. Et donc les lymphocytes tuent les cellules cancéreuses. Ici, c'est la situation défavorable où il n'y a pas de néo-antigène. En rouge, c'était le néo-antigène, le néopeptide, morceau de protéine reconnu. Là, il n'y en a pas. Donc malheureusement, il n'y a pas de réponse immunitaire. Et quoi qu'on fasse, qu'on traite par neutralisation de CTLA4 ou pas, ça ne change rien. Parce que s'il n'y a pas de réponse immunitaire, on ne peut pas activer la réponse immunitaire. C'est logique. Donc ce système est en train de s'améliorer. On va terminer par cela aujourd'hui. Les études en cours actuellement consistent par exemple à combiner ces approches. On a deux freins. Donc essayons de jouer sur les deux freins en même temps. Donc les malades, on leur donne à la fois un anticorps anti-PD1 et un anticorps anti-CTLA4. Vous voyez dans cet exemple-là, une injection toutes les 3 semaines, 4 fois, d'une certaine dose d'anticorps injectée par voie intraveineuse. Et dans cette étude qui a été publiée en 2013, donc tout ceci à nouveau est récent, il s'agit de malades qui ont des mélanomes métastatiques très graves, qu'on ne peut pas enlever par la chirurgie, dont l'espérance de vie est de moins de 4 mois. Donc c'est des malades extrêmement sévèrement atteints. 53 malades traités, la moitié des malades ont répondu, un tiers des malades ont une réduction de la masse tumorale de plus de 80% après 12 semaines. Donc c'est vraiment un résultat très, très fort qui suggère, et il y a plein d'études en cours actuellement, que la combinaison de ces approches qui lèvent les freins aux réponses immunitaires sont susceptibles d'avoir un bénéfice encore plus important, même s'il y a des effets secondaires importants, parce qu'encore une fois, on induit des réponses inflammatoires dont on ne souhaiterait pas qu'elles soient présentes, mais dans ce contexte, on peut les considérer comme acceptables vu le pronostic de ces malades. Donc c'est l'avenir. Donc je vais m'arrêter avec cette diapo et la suivante, et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Je vous ai repris le titre d'un éditorial récent en anglais, Release the Hounds. On lâche les chiens, c'est une expression un peu vulgaire. On lâche les chiens pour activer la réponse immunitaire T contre le cancer. C'est vraiment ça. On enlève la laisse aux chiens, on enlève les freins si on prend l'image de la voiture, et les réponses immunitaires peuvent se faire dans toute leur ampleur, évidemment avec un bénéfice et une certaine toxicité. Donc, il faut savoir que tous ces résultats cliniques, ils ont été fondés sur des travaux expérimentaux qui ont été menés en amont. D'abord, l'identification de ces molécules, CTLA4, PD1, PD1, etc. Ce sont des travaux d'immunologie fondamentale des 10-20 dernières années de chercheurs qui n'avaient aucune idée d'un rôle potentiel de ces molécules dans le domaine de l'immunité antitumorale. Ensuite, sur les travaux de chercheurs comme Jim Allison aux États-Unis, qui a démontré dans des modèles murins que la neutralisation de ces molécules pouvait effectivement permettre de contrôler des cancers. Et donc permis d'aller jusqu'au traitement chez l'homme, dont je vous ai montré quelques exemples, et même l'idée que peut-être certains de ces traitements vont peut-être remplacer la chimiothérapie, comme les anticorps anti-PD1 dans le traitement de la maladie de Hodgkin, dans des conditions en plus où sans doute il y a des marqueurs qui permettent de prédire, à partir de l'étude de la tumeur du malade, les malades chez lesquels le traitement sera efficace, la présence de lymphocytes dans la tumeur, donc il y a une réponse immunitaire.
l'expression de la cible, on l'a vu, et la fréquence des mutations qui donnent des néoépitopes, des néo-antigènes qui vont être reconnus par les lymphocytes T. Et cette affaire n'est pas terminée, parce qu'il y a de nouveaux freins, d'autres freins qu'on peut envisager d'utiliser. Je reviens à la diapo que je vous ai déjà montrée tout à l'heure. Il faut considérer un instant les flèches bleues en pointillés. Il y en a 4. 4 types de couples moléculaires qui sont également des freins des réponses immunitaires, en plus des 2 dont je vous ai parlé. Donc ça veut dire qu'on a là aussi 4 autres cibles sur lesquelles sans doute on peut agir pour augmenter les réponses immunitaires contre les tumeurs. Sans doute, en fonction du type de tumeur, on peut avoir l'expression de telle ou telle molécule. Donc sachez simplement, et je n'irai pas plus loin aujourd'hui, de toute façon je n'ai pas de résultat, qu'il y a des études en cours, expérimentales et cliniques, qui cherchent cette fois-ci à neutraliser cette interaction-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là, avec à nouveau recherche du même bénéfice de lever le frein à une réponse immunitaire pour traiter un cancer. Et que sans doute, si on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, les médecins spécialistes du cancer auront à leur disposition donc une série d'armes thérapeutiques nouvelles que sont des anticorps monoclonaux contre toutes ces molécules qu'ils utiliseront en combinaison variée en fonction du type de cancer et en fonction du type de caractéristiques des cancers. C'est ce que je vous disais ici, c'est-à-dire en fonction de l'expression des protéines de ce type par les cellules cancéreuses et en fonction des mutations que l'on pourra trouver dans le génome des cellules du cancer de chaque malade. Donc ça devient une médecine qui sera de plus en plus personnalisée. Chaque malade aura son profil particulier qui induira des thérapeutiques un tout petit peu différentes. C'est vers ce type de médecine que l'on va à travers ces progrès. Je n'en ai pas tout à fait terminé avec les anticorps monoclonaux, mais l'heure est arrivée. Donc je pense que je terminerai ce que j'avais à vous dire sur les anticorps monoclonaux au début du cours de la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues.